succinct, disait Chamfort dans sa longue agonie pendant le directoire que vous mentionnez plusieurs fois dans le livre, en le comparant avec notre époque, et vous mentionnez même, page 38, que Saint-Roch était devenu le temple du génie. J'espère qu'il l'est encore. La France va mal, elle s'en fiche, la situation est désespérée, mais ce n'est pas grave, les Français ont cessé de croire. C'est le drame que vous décrivez admirablement dans ce livre, qui est sincèrement un vrai plaisir à lire. Alors, on est toujours un peu gêné parce qu'en fait, on se délecte de vos formules, de votre style, et en même temps, le fond est quand même un peu dramatiquement triste. Nos élus, écrivez-vous, page 29, nos élus se gargarisent encore par habitude, se prosternant devant l'autel des valeurs de la République, sans voir qu'au-dessus de leur tête, la voûte du temple s'est déjà effondrée. Tout le livre est de cet ordre, il y a des formules magnifiques, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a vraiment des aphorismes à faire. Page 10, par exemple, vous dites « 15 siècles de chrétienté avaient donné aux pauvres de France un statut de dignité, 30 ans de gauche morale ont décontracté le bourgeois. » Page 83, « L'espérance de changer le monde n'est pas morte, mais les affamés de justice se rassasient de plateaux repas. » Vous résumez la situation et votre diagnostic, page 83, en disant « Les élus ignares et inutiles ont cédé le pouvoir aux juges et aux médias. L'administration et l'État a cédé le pouvoir aux autorités dites indépendantes non élues, et tout le monde est à la remorque des émotions sur les réseaux dits sociaux. » Alors moi je rajouterais que l'État ayant cédé sa souveraineté à des forces étrangères et le peuple ayant cédé ses libertés pour quelques deniers d'illusoire sécurité ou de tranquillité, le peuple, comme vous l'écrivez, se soumet peu à peu à la tyrannie des semi-habiles. On n'est pas tout à fait d'accord sur la définition de tyrannie et dictature, on y reviendra peut-être après. Le covidisme aura été un test démontrant que les Français, déracinés et émasculés, ne sont plus capables de se redresser, de résister, voire de porter le nom de franc qui voulait dire libre. Alors je ne sais pas si nous allons vraiment débattre ce soir, parce qu'en fait on est assez d'accord sur l'ensemble du constat, peut-être un petit peu moins sur les causes, et les solutions sont peut-être discutables, on verra avec nos trois intervenants. Xavier Battier, vous cassez du sucre gentiment sur le dos des élites, mais en fait vous en faites un peu partie. Vous êtes par alliance descendant un ministre du prince-président, vous êtes vous-même petit-fils d'un garde des Sceaux pas très OAS, vous êtes frère d'un général, le cousin d'un évêque, le beau-frère d'un préfet, vous avez servi dans des cabinets ministériels sous le gouvernement Chirac, au cabinet de Simone Veil, puis à l'Élysée, à la cellule Afrique, vous aviez servi aussi au Quai d'Orsay comme deuxième conseiller d'ambassade à Dakar, et vous avez été commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord, et dans le privé, vice-président des laboratoires Fabre, et en même temps PDG des éditions Privat et du Rocher. Vous avez été directeur des JO, alors pas les Jeux Olympiques, mais les journaux officiels, et vous avez dématérialisé les démarches administratives avec Légifrance. En 2014, vous étiez classé, dit la fiche Wikipédia, parmi les 100 hauts fonctionnaires les plus influents, et vous avez été directeur des services de la ville de Toulouse, puis du département de Loir-et-Cher. Parmi vos nombreuses décorations, il y en a une seule que je vais retenir, parce qu'en fait je ne la connais pas, mais je la trouve magnifique. Vous êtes mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux, créée par Louis XIV. Je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve ça magnifique. Je ne vais pas vérifier si vous étiez dans le bulletin mondain, mais vous êtes dans le Louzou. Et j'allais oublier, vous êtes évidemment énarque. Vous avez intégré l'ENA à 21 ans. Vous êtes né avec la 5e République. Et pour un énarque, vous aimez quand même Pascal, Mauriac et Bernanos, qui vous rend a priori très sympathique. Vous consacrez votre retraite a priori à écrire, mais vous aviez déjà publié beaucoup de livres, 15 romans, une pièce de théâtre, 2 nouvelles, 11 essais, dont celui sur la nuit de l'extase, Pascal, et vos nombreux articles dans Aletheia. Vous avez été salué par Libération pour votre estime, mais aussi par Étienne de Montetti dans le Figaro. Vous allez donc être interrogé ce soir sur notre petite tradition par 3 paroissiens ayant lu votre livre, et qui l'ont lu avec plaisir et enthousiasme. Alors j'ouvre ici une parenthèse, j'ai entendu plusieurs critiques pour les cercles précédents. Les 3 interrogateurs le font bénévolement, ce n'est pas des journalistes professionnels, donc ils sont subjectifs, ils ont beaucoup travaillé sous ma férule, pas toujours très sympathique. Donc si vous n'êtes pas content des questions qui ont été posées, je vous invite à lire le livre, à l'acheter et à poser les questions vous-même après. Donc tout d'abord, nous commencerons par Paul-Marie, étudiant en architecture, qui va reprendre quelques points marquants de votre description, de votre analyse de nos mots. En quoi l'État a-t-il failli ? Car force est de constater que l'État républicain est devenu dans tous les domaines l'ennemi des Français, en tout cas moi c'est mon ennemi. Nous sommes écrasés d'impôts qui ne servent qu'à détruire un peu plus la France,
sans pour autant nous garantir des services à la hauteur. La République a abandonné ses missions régaliennes qu'elle s'était octroyées et elle ne protège plus ni dans la justice, ni dans la monnaie. La puissance, qui est la capacité à influencer, à rayonner, n'est plus qu'un souvenir nostalgique d'une grandeur passée. Vous avez d'ailleurs des accents très gauliens, ou dignes, dirons-nous, de Marie-France Garot peut-être. Et on se demande parfois pourquoi vous n'êtes pas royaliste. Vous me direz ça peut-être après. Puisque vous reprenez quand même beaucoup de concepts assez maurassiens, les réels, corps intermédiaire, nation, famille et famille, sans jamais citer le maître de Martille. Face à la chute de Rome, nous vivons en direct pour lutter contre la tentation du fatalisme qui, selon vous, est, sa page 61, un vieux démon, un péché contre l'esprit. Et d'ailleurs, vous dites même qu'à un moment, quasiment, que le système que nous vivons est luciférien. Alors, c'est la deuxième partie. Est-ce que tout est la faute du diable ? Ou, comme vous le dites plus précisément, la responsabilité passe par nos élites, le pays légal méprisant le pays réel. Qui est coupable, qui est responsable, qui sont ces élites maudites, cette aristocratie, comme dirait Chateaubriand ou Ardent du Pic, qui oublie le courage pour les avantages, le devoir pour les privilèges. Et donc pour creuser cette question des élites responsables ou coupables, Andrea, venue du Liban et étudiante en droit, qui émerge tout juste de ses partiels, vous demandera de définir peut-être ces élites, et si vous ne dédouanez pas un peu vite la responsabilité, voire la complicité des Français, qui ont permis, du moins ont laissé faire ces renoncements et ces trahisons d'élection en élection. Avons-nous toujours les gouvernements que l'on mérite? Le suicide français à coup d'avortement et de grand remplacement est-il voulu par un peuple de fantômes qui ne souhaite plus vivre? Vous filez d'ailleurs des paraboles admirables, entre autres celle sur la brebis perdue qui ne veut plus être sauvée. La conjonction des minorités malheureuses ne faisant pas une politique, dites-vous. D'autant que vous démontrez, et ça c'est extraordinaire, la fin de l'universalisme des fausses lumières. Les droits de l'homme sans Dieu, sans origine, sans source du droit, sont comme en apesanteur. En effet, il ne peut pas y avoir de fraternité sans paternité. L'homme des Lumières est une fleur, écrivez-vous, coupée dans un vase chrétien qui l'abreuve à l'eau baptismale et donne une apparence de vie. Et le bouquet se fane à mesure qu'il est coupé de la source chrétienne. Et vous écriviez, page 95, l'eau des Lumières ne pouvait remplacer indéfiniment la sève de la révélation. Alors en effet, Chantal Delsol nous l'avait déjà dit ici même, elle a acté la fin de la chrétienté, et la sève de la révélation semble ne plus guère irriguer le grand corps malade français. César se prend pour Dieu, et Dieu est de plus en plus hors la loi. Face à cette défaite morale de l'Occident, ce déclin du courage, dirait Solzhenitsyn, que faire, répondrait Lénine, car le plus terrible dans cette fin du monde, c'est que la vie continue, que la France continue, faites-vous remarquer, page 18. Faire le deuil de la gloire serait selon vous une première étape ascétique permettant d'inventer un avenir. Donc vous proposez des pistes à la fin pour nous en sortir, pour enrayer cette chute, voire pour ressusciter, et peut-être déjà résister au système de crédit social dans lequel nous sommes précipités. Donc la valeur n'attend pas le nombre des années, donc Ferréol, étudiant en droit se destinant au journalisme, fera avec vous son premier entretien autour des solutions que vous proposez et des raisons de ne pas désespérer comme le voudrait le diable. Le colonel de Malicy, la semaine dernière, ici même, à propos de Jeanne d'Arc, disait que nous vivons actuellement une crise de l'espérance. Alors qu'est-ce qu'il faut pour réenchanter notre monde? Est-ce qu'il faut retourner voter? Est-ce qu'il faut sauver Marianne et ses valeurs non définies de la Révolution? Faut-il réécrire le roman national de Robespierre à Jeanne d'Arc? Ça va être un peu compliqué pour moi en tout cas. Vous êtes très dur sur les replis identitaires, vous nous expliquerez pourquoi, et vous semblez appeler de vos voeux un homme providentiel. Cet homme, ou cette femme providentielle, qui est peut-être dans cette salle, n'est-il pas une excuse pour les Français de ne pas s'engager? Vivement Le Pen ou vivement Mélenchon, n'est-il pas un moyen de ne pas se battre au quotidien? Je me souviens qu'Athanas Périfan, jeune chef scout royaliste à l'époque, quand il a créé la fête des voisins, a fait un acte de vraie politique. Et je pense qu'il a plus fait pour la paix civile que tous les plans banlieue. Peut-être que c'est ça la vraie politique, et c'est peut-être une piste qu'il faut développer. Vous terminez le livre par un éloge du monde soldat. Vous nous direz quelles forêts doivent être défrichées, quelle croisade devons-nous désormais mener. Dans ce combat, votre but de guerre, ou le but de ce livre, écrivez-vous, est une tentative désespérée pour repousser le danger totalitaire qui déjà nous étreint.
Alors moi, j'ose espérer que cette tentative n'est pas désespérée, qu'elle n'est pas à la Cyrano de Bergerac uniquement pour le panache, même si effectivement c'est beau de charger une charge de cavalerie est toujours belle, mais que ce n'est pas la sortie des 7 cavaliers de Raspail. J'ose espérer que le panache sera aussi suivi de victoire, que ce monde vétuste et sans joie coulera bientôt devant notre foi, cette foi qui est aussi une confiance, qui est aussi une fidélité pour que France rime de nouveau avec espérance. Bonsoir Monsieur Patier, je suis très content d'être en face de vous aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai eu un réel plaisir à vous lire. Toutefois, cette lecture est un excellent antidote à tout excès d'optimisme. En lisant votre ouvrage, on se dit effectivement que ça fait pas mal. Mais au moins, on a de beaux auteurs pour nous le raconter, nous l'expliquer. Était-ce cela votre ambition, éclairer l'époque et nous préparer doucement à en faire le deuil? Oui, alors, la France, voilà, je ne vais pas laisser l'impression de dire que tout est foutu. Si tout était foutu, je n'aurais pas pris la peine d'écrire. Le mal français, comme disait Alain Perfit, c'est un mal chronique depuis toujours. Simplement, le mal actuel est toujours pire que les précédents, parce que les précédents, on connaît la suite. Donc, ce que j'ai voulu dire à travers ce livre, c'est que le mal français, qui est d'une nature complètement différente, n'est précisément pas un mal désespérant. Alors, on va peut-être discuter des issues. L'espérance, c'est véritablement ce qui donne un sens à la politique. Si on continue à croire à la politique, c'est qu'on espère. Si on n'espère plus, on ne fait plus de politique. Et le mal français d'aujourd'hui, c'est l'éviction de la politique, précisément. Et c'est en réintroduisant la politique en France qu'on pourra effectivement parler d'espérance. C'est la date de vie. Vous dites, je vous cite également, la crise de l'État en France est la crise la plus grave qui puisse arriver. Elle est arrivée, l'État donne au peuple le sentiment qu'il l'a trahi. Crise inédite. Page 16. À partir de quel moment Alors, oui, l'État en France, il faut bien voir que Stanley Hoffmann, vous savez, cet universitaire américain célèbre, on lui avait demandé qu'est-ce qui définit les États-Unis d'Amérique. Le mot, il disait, c'est la Constitution. Il avait ajouté, aux États-Unis, c'est la Constitution. En France, c'est l'État. En Grande-Bretagne, c'est le roi. Ce que je veux dire par là, ce qu'il disait très bien, Stanley Hoffmann, c'est que la France a été faite par l'État. C'est un cas unique dans le monde, avec peut-être la Chine, mais qui est très différente. Autrement dit, lorsque l'État va mal en France, c'est beaucoup plus grave que lorsque l'État va mal en Italie, par exemple. Et l'État va mal en France. Donc, c'est un secret de Polichinelle. Si on compare les années récentes, c'est-à-dire les années 60, la fin de l'ère gaulliste, cher à notre président, Monsieur du Royaume, l'État avait les services publics sans le déficit. 6,5% du PIB était consacré aux fonctions régaliennes. Aujourd'hui, on a les déficits sans les services publics. Les fonctions régaliennes, c'est moins de 3% du PIB. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'État a été dévoyé. C'est-à-dire que l'État, qui était une machine avec de la sécurité, de l'avenir, de la transmission, maintenant il donne des impôts. Et en contrepartie de ces impôts, effectivement, on attend un service en termes d'enseignement, de sécurité, etc. Et donc là, c'est ça. Et c'est pourquoi la situation est effectivement grave en France. Est-elle irréversible? Bien sûr que non. Mais la crise de l'État en France, c'est particulièrement grave parce que en France, toutes les grandes initiatives depuis le Moyen-Âge ont été le fait de l'État. C'est comme ça. Que ce soit la construction de la nation, que ce soit le nucléaire civil ou militaire, que ce soit notre politique d'équipement, que ce soit nos routes, c'est toujours l'État. Et l'État, c'est ce qui a été constant en France. On a eu des régimes, on a eu un long régime monarchique, avec quand même des choses très différentes, jusqu'à la Révolution de 89, puis on a eu tout, on a tout essayé. Des monarchies constitutionnelles, des empires, des républiques, des dictatures. Et en fait, on a eu pendant toute cette période une continuité qui était un État qui marchait bien. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a un État qui maintenant marche mal. Et justement, vous dites qu'il marche mal parce que l'État a abandonné ses fonctions régaliennes au profit de, par exemple, la redistribution sociale. Ce basculement relève-t-il d'un choix idéologique, selon vous, ou d'une démission technocratique ou d'un aveuglement collectif de nos dirigeants? Je pense que c'est même pas un choix délibéré, c'est une espèce de laisser-faire
Une politique publique, en règle générale, c'est de l'argent et c'est du papier imprimé. C'est-à-dire c'est de la règle, une loi, un décret, et puis c'est une subvention ou un impôt. Donc ça se termine toujours par du papier imprimé et de l'argent qu'on prend ou qu'on donne. Simplement, bâtir une politique publique, soit c'est un projet de long terme, du genre on va faire une politique éducative et ça prend 30 ans, ou une politique de santé et ça prend 30 ans, soit on achète des petites satisfactions de court terme. Et à ce moment-là, ça s'appelle du transfert social. Et ce qui est, je pense, qu'une des causes de la faillite morale et matérielle de l'État aujourd'hui en France, qui est une machine à fabriquer de la dette et à faire vivre le pays à crédit, c'est qu'on a cru que l'alpha et l'oméga des politiques publiques consistait à prendre l'argent dans les poches des gens qui avaient la chance de travailler, par exemple, pour le donner à ceux qui n'avaient pas la chance de travailler. Ce système n'est pas une politique. Une politique, c'est donner du travail à tout le monde. Et actuellement, quand on regarde l'énorme masse du budget de l'État, les déficits, la cause, c'est pas tellement les structures, comme on le dit, c'est les transferts. Il faut savoir que sous François Mitterrand, le coût des fonctionnaires français rapporté au PIB n'était pas supérieur au coût des fonctionnaires anglais rapporté au PIB anglais de Mme Thatcher. D'où venait la différence? Dans les transferts sociaux. Et au lieu de repenser la manière de maîtriser les transferts sociaux, on a essayé de casser les structures. Et on a abouti à un déficit sans service public. C'est-à-dire que jamais l'État n'a eu autant dépensé, et jamais, pas depuis très longtemps, le système éducatif, le système de santé, le système de sécurité n'a été aussi déficient. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de confiance. Et comment analysez-vous, vous qui avez été à l'intérieur de ce dérouage du pouvoir, notamment côté Jacques Chirac, comme l'a dit Arnaud, la responsabilité des années que l'on a parfois présenté comme un moment de continuité républicaine, et était-ce déjà d'une certaine manière un début de décrochage? Si on regarde les choses, si on prend le budget comme marqueur d'État, le déficit, ça a basculé au début des années 80. 81, pour être tout à fait précis. En 81, on a commencé à voter un budget en déficit, et on a commencé à exécuter les budgets avec un déficit plus important que le budget l'avait prévu. Et ça, c'est une maladie qui a commencé en 81 avec ce qu'on appelle la relance de la consommation populaire. Et s'est installée l'idée qu'on pouvait financer un système social à crédit. Et la politique qui, jusqu'à Raymond Barre, en gros, consistait à essayer de régler les problèmes, avec une certaine ascèse, est devenue, je cite les noms, avec la relance mitterrandienne, l'art de différer les problèmes. Alors, on est passé d'une politique du « il faut régler le problème » à une politique du « encore une minute, monsieur le bourreau ». Et c'est comme ça qu'on est passé d'une dette qui était inférieure à 40% du PIB à une dette qui est à plus de 100% du PIB, pour des services qui se sont parallèlement dégradés. Alors même que les impôts ont considérablement augmenté aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette démission de la fonction de la politique et de régler les problèmes et pas de les différer. Donc moi je situe la bascule au début des années 80. Et puis effectivement, la suite, c'est que personne, en dehors des années 86-88, personne n'a renversé la main. Parce que finalement, il y a toute une série d'événements qui ont fait qu'il était plus simple de dire on finance par le déficit plutôt qu'on le réforme. Même la monnaie unique a été cela, parce qu'on emprunte à des taux bas, parce que donc on s'est trouvé avec une espèce de rente de situation qui fait que la préférence pour la dette s'est imposée. On a eu d'ailleurs deux étapes, à mon avis, décisives. Il y a eu le gouvernement Rocard des années, je ne sais plus, c'était 92 par là, où le Premier ministre, de bonne foi, dit maintenant on va empocher les dividendes de l'Afrique. Comment dire, on va faire énormément d'économies sur la sécurité internationale. On voit maintenant d'ailleurs en service, était-ce si heureux que ça? Donc on a encaissé les dividendes de l'Afrique. Au lieu de dire on va réduire les déficits, non. On va maintenir le déficit pour faire autre chose que de la défense. Et on a une deuxième étape qui, à mon avis, c'est les années 2014-2015, où on nous a dit, on l'a pas dit, mais on l'a fait, on va empocher les dividendes de la dénatalité. Ça, c'est la politique de déconstruction de la politique par Hollande et ses successeurs. Parce que la baisse de la natalité, à court terme, c'est une aubaine budgétaire. Moins de crèches, moins d'allocations familiales, moins de cadres dans les écoles, moins de dépenses de santé périnatale. Donc, il y a les dividendes de la dénatalité, ça fait les affaires du budget public. À court terme, à long terme, c'est la catastrophe, notamment pour le financement des retraites. Mais la politique, c'est devenu une arme de très court terme. Donc ce qui se passe en 30 ans
n'intéresse pas l'État. Quand on regarde le discours des dirigeants chinois, autre pays bâti par l'État, ils ne cessent de parler de 2050. Chez nous, on parle des échéances de la semaine prochaine. Et c'est une des grandes différences entre la culture chinoise et la culture de l'Europe occidentale. Et est-ce que le quinquennat, dans tous les cas, amènera à ces réflexions plus terme? Le quinquennat, c'est moins long qu'un septennat. Et c'est vrai que dans l'équilibre des institutions voulues par le général de Gaulle, il y avait l'idée que le président de la République, il donne une relation un peu en surplomb du reste. Et pour ça, il a un peu plus de temps que les autres. Et effectivement, aligner le mandat du président sur la longueur du mandat des députés, c'est banaliser la fonction présidentielle, qui était un avantage comparatif. Moi, je me souviens au moment où le quinquennat, qui était une vieille idée de Pompidou d'ailleurs, a été repris par le président Chirac, les gens de la cellule diplomatique de l'Élysée étaient c'est dommage parce que dans les relations internationales, le président de la République française a un poids qu'on n'a pas ses homologues parce qu'il a plus de temps. Au bout de 7 ans, d'ailleurs, généralement, c'est le doyen, donc il préside la réunion, du G7, etc. Et avant, il n'est pas forcément le plus ancien, mais il est celui qui a le plus d'avenir. Il a en face de lui le Premier ministre britannique qui peut sauter du jour au lendemain, un président américain qui a que 4 ans au maximum devant lui, etc. Et là, malheureusement, on n'a plus 7 ans, on a 5, c'est une régression, clairement. Vous dites, j'aborde un sujet, que l'État a progressivement transféré sa légitimité à des instances non élues. Des juges, des autorités administratives indépendantes, des ONG, des grandes entreprises ou même des influenceurs. Vous semble-t-il que cette stratégie était consciente, et notamment pour contourner le peuple par les élites, ou plutôt une incapacité structurelle de l'État à répondre seul aux défis contemporains? En clair, est-ce un aveu d'impuissance? Le plus grave, c'est que ce ne sont pas des décisions, il n'y a pas un plan de déconstruction de l'État. Et si on prend la liste des très nombreuses réformes constitutionnelles depuis les années 60, et qu'on essaye de regarder ce qu'elles expriment. C'est des réformes qui ont été prises au fil de l'eau par des majorités différentes, sur des considérations de bon sens. Il n'y a pas un plan maléfique. Mais toutes ces réformes constitutionnelles, que ce soit sur les sujets de supranationalité, les sujets de compétences du Conseil constitutionnel, les sujets de compétences de la République, elles ont un point commun, c'est qu'elles jettent la suspicion sur l'élu. Au XIXe siècle, la France a connu tous les régimes possibles, de l'Empire jusqu'à la Troisième République, en passant par la monarchie de Juillet, la Restauration, la Troisième République, etc. L'Empire libéral, le Second Empire autoritaire, etc. Mais, de manière linéaire, on a assisté au XIXe siècle à la prise du pouvoir par les citoyens. En 1815, il fallait payer 500 livres de cens pour être électeur, il fallait avoir 30 ans. Petit à petit, le cens a baissé. 1848, le cens est à 0, suffrage universel masculin. Et parallèlement, les élus ont eu tout le pouvoir. La Chambre des Pairs avait beaucoup de pouvoir que le Sénat avait. On dit, à travers les soubresauts chaotiques des changements de régime, il y avait un grand gagnant, c'était l'électeur, qui à la fin de la République s'est trouvé vraiment aux commandes. Au XXIe siècle, on a un phénomène très intéressant, c'est que toutes les réformes enlèvent le pouvoir des électeurs et des élus pour le donner à d'autres autorités. Tous les pouvoirs qui montent aujourd'hui, les influenceurs, les stars de l'industrie qui font la morale, les autorités indépendantes, les juges, etc., qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ne sont pas élus. Et d'ailleurs, le nom d'autorité indépendante est très intéressant. On appelle une autorité indépendante une autorité indépendante, pourquoi est-ce qu'elle est indépendante? Parce qu'elle n'est pas élue. On dit être élu, c'est devenu suspect. D'ailleurs, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a été présidée par un élu qui, un jour, a été promu au rang de magistrat. M. Migaud, c'était beaucoup mieux d'être magistrat que d'être élu. Or, jusqu'aux années 2000, c'était l'inverse. Un fonctionnaire qui voulait faire de la politique, il fallait qu'il se fasse élire. Maintenant, un élu qui veut faire de la politique, il faut qu'il se fasse nommer. Enfin, et ce sont des phénomènes extrêmement graves. Donc, c'est pas un plan maléfique, mais la déconstruction de l'État au fil de l'eau traduit une suspicion du peuple envers les élus, avec une complicité active de l'élu, qui sont dans une logique suicidaire.
Alors, on pourrait analyser longtemps pourquoi cette haine de soi, pourquoi cette complaisance, pourquoi cette démagogie, mais les élus sont les premiers responsables de la perte de la légitimité de l'élu. J'ajoute un point que je n'ai pas mentionné mais qui est très important, c'est l'interdiction du cumul des mandats. C'est une liberté de moins pour l'électeur. Plus élire qui veut, puisqu'il a élu un maire, mais il ne pourra pas élire un député, même s'il pense qu'il ferait très bien les deux. Qui est-ce qui y gagne dans cette affaire? L'emploi du temps de l'élu, il a un peu moins de travail qu'un cumulard. Qui est-ce qui y perd? L'électeur, il a en face de lui des élus moins forts pour l'aider. Un député maire pouvait régler des problèmes qu'un maire tout seul ne peut plus régler. Un député maire, au Parlement, portait une expérience locale que les élus d'aujourd'hui au Parlement n'ont pas. Et je me souviens, j'étais fort jeune, mais j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas. Alors lui, c'était même un provocateur, qui était maire de Bordeaux, président de la communauté urbaine de Bordeaux, président du Conseil général de la Gironde, président du Conseil régional d'Aquitaine et président de l'Assemblée nationale. Et il m'avait dit, vous savez, il y a une holding Chaban-Delmas. Parce que si je n'avais pas tous ces outils, la ville, l'intercommunalité, la région, le département, je ne pourrais rien faire. Eh bien aujourd'hui, on a des élus qui ne peuvent plus faire grand-chose parce qu'un maire ne peut plus être député de son département, il ne peut plus être président de sa région. Vous évoquiez donc le suffrage dans votre ouvrage. Vous commencez par une expression élection piège à con. Jadis scandée dans les rues, désormais reprise par certaines élites parisiennes. Face à ce désenchantement croissant partagé par toutes les strates de la société, considérez-vous que le vote conserve encore une valeur politique et civique véritable, ou bien faut-il admettre qu'il est devenu un rite vidé de sens, sans incidence réelle sur le cours des décisions publiques, et en somme, voter, est-ce encore espéré? Il faut voter. La crise de l'élection est extrêmement grave, parce qu'effectivement, autrefois c'était plutôt le peuple, d'ailleurs sur le directoire, qui disait élection piège à con, parce qu'en fait on vote, ça ne sert à rien, il décide sans nous. Aujourd'hui, qui est-ce qui dit élection piège à con? Ce sont les élites. Parce que le référendum, c'est un plébiscite, c'est dictatorial. D'ailleurs, on l'a vu, le peuple n'a même pas été capable de voter oui à la Constitution européenne. Donc, le référendum, c'est oui. La dissolution, ça tourne toujours mal. Et finalement, les autorités nommées, indépendantes, sont quand même un peu plus fiables que les élus, qui partent toujours en vrille et qui prennent dans la caisse. C'est ça que les élus disent. D'ailleurs, qui fait la politique en Europe? De fait, de plus en plus, la Commission. Quelle est la spécificité de la Commission? Elle n'est pas élue. Je veux dire, le jour où la présidente de la Commission se présentera devant les électeurs et on dira « Madame, on est d'accord » ou « Madame, on n'est pas d'accord », on en reparlera. Mais on est dans un système où plus on est élu, plus on est suspect. Et donc, face à ça, oui, il faut voter. Parce que le discrédit de l'élection se nourrit aussi de la crise de la participation aux élections. Rappelez-vous, en 1974, dans l'élection de Giscard, il y avait eu 12% d'abstention au présidentiel au deuxième tour. 80, c'est pareil. Maintenant, la dernière élection présidentielle, le président Macron a été réélu par à peine 30% des inscrits. Donc il y a un problème. Et comment on le règle? En allant voter. Avant le vote obligatoire, par exemple. Oui, non, pas le vote obligatoire, il faut que le vote, il faut faire en sorte que l'électeur ait l'impression que ça sert à quelque chose d'aller voter. Les gens ne votent pas parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert plus à rien. En plus, quand ils votent, on leur dit vous avez un vote nauséabond. Il n'y a pas de vote nauséabond, on peut voter pour qui on veut. Il peut y avoir des votes extrêmes, ou je ne sais quoi, même extrême centre, que je sais que c'est, mais l'idée qu'il puisse y avoir un vote, comment dirais-je, pécanineux, ça aussi c'est des élites. Ah, vous votez encore, vous n'abstenez pas, ben vous votez Le Pen, ou Mélenchon. Vous faites mieux de ne pas voter du tout. Il faut bien assumer le fait que le suffrage universel, c'est le droit de voter pour tous les candidats qui ne sont pas interdits de se présenter. Nos impôts financent un certain nombre de partis politiques qui présentent des candidats qui ont des opinions différentes, mais qui ne veulent pas, sur le plan de la moralité du vote, ne veulent pas être séparés les uns des autres. Et donc c'est en votant massivement, même mal, qu'on pourra réhabiliter un système républicain. Parce que pour répondre à la question,
la monarchie a été une grande aventure en France, mais on voit bien que, alors on peut rêver, il y a une esthétique de la monarchie intellectuelle, on peut rêver d'une restauration, mais dès qu'on rentre dans le concret, c'est très compliqué. Qui, comment et pourquoi faire? Vous aborderez ça lors de la troisième partie de cet entretien. Mais le renoncement, justement, tous les renoncements qu'on constate aujourd'hui, notamment dans le régalien, qui n'est plus assuré par l'État, est toujours combatif finalement avec la notion même de la République? C'est une bonne question. On vient d'élire un pape, enfin le conclave vient d'élire un pape qui s'appelle Léon XIV, donc tout le monde s'est replongé dans son prédécesseur. Pourquoi il s'appelle Léon XIV? Parce qu'il y a Léon XIII. Et Léon XIII a écrit une encyclique célèbre, Rerum Novarum, qui s'adressait aux Français, dans lequel il dit, ça se passe dans les années 1880, période début de la Troisième République, encore un peu fragile et un peu ombrageuse, et un peu anticléricale, même beaucoup. Et le pape Léon XIII dit, la République, c'est le gouvernement normal de la France. Donc au lieu de vous cantonner dans une opposition au système, dit-il aux catholiques français, votez. Et d'ailleurs, présentez-vous aux élections si vous avez des choses à dire. On a vu Albert Demeure, on a vu des grands députés catholiques. Puis il y a un certain nombre de catholiques qui ont préféré rester monarchistes. Bon. Et qui d'ailleurs ont joué un rôle de plus en plus mineur parce qu'ils n'étaient pas au Parlement. Autrement dit, aujourd'hui, je pense que la République, on peut en penser ce qu'on veut, c'est notre système. Et il faut le faire fonctionner. Et pas par défaut. Enfin, on peut dire qu'on est républicain par défaut, comme disait Churchill, la démocratie c'est le meilleur système excepté tous les autres. Mais la République en France est quand même le système qui nous a permis, depuis 2 siècles, avec beaucoup de chaos, avec beaucoup de névroses, quand même, d'avoir un État qui continue à fonctionner. C'est important, l'État, en France. Merci beaucoup. Je vais vous laisser avec Andrea désormais. Merci, moi cette question est très intéressante et très accessible, malgré qu'il parle de concepts assez complexes. Et moi je voulais vous poser des questions sur la notion de responsabilité, sur finalement ceux que vous estimez être responsables de cette perte de confiance dans notre système politique. Et ces responsables, vous les nommez dès le départ, dès l'introduction, ce sont ces élites républicaines. Mais comme l'a soulevé Arnaud, précisément, quand on pense aux élites, on pense à ceux qui ont fait les meilleures écoles, on pense aux écoles parisiennes prestigieuses, et vous en avez fait un certain nombre. Alors n'y a-t-il pas là un paradoxe, un aveu, ou êtes-vous une exception qui confirme la règle? Oui, alors, c'est vrai qu'on peut toujours faire... On a toujours l'impression de cracher dans la soupe, quoi qu'on fasse. Je pense que le système éducatif français, et notamment le système de formation et de recrutement des cadres de l'administration, a très bien fonctionné pendant très longtemps. C'est quand même pas par hasard que la France a connu, notamment après la guerre, un développement économique tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas uniquement le fait d'entreprises privées en France, l'État a le relais. En même temps, comme le disait un proverbe chinois célèbre, le poisson coule toujours par la tête. Et donc, effectivement, je pense qu'il s'est passé un phénomène dans les années 80 où on a des élites qui sont devenues autocentrées. Et on le voit, alors c'est pas des idées en l'air, hein, il faut regarder des statistiques de recrutement. C'est-à-dire qu'on a vu que l'administration, et d'ailleurs l'armée, sont devenues de plus en plus endogènes. C'est-à-dire qu'il semble devenir nécessaire et suffisant pour être Saint-Cyrien d'avoir un père Saint-Cyrien, pour être aimable d'avoir un père. Non. Alors que le système de méritocratie républicain, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est tout le monde, avec du mérite et de l'envie, peut accéder à tous les postes. C'était de moins en moins vrai, en fait. Et au fil du temps, on a donc eu des élites qui ont considéré que tout irait beaucoup mieux s'il n'y avait pas le peuple. Un peu comme on entend quelquefois des praticiens hospitaliers dire que l'hôpital serait génial s'il n'y avait pas les malades, qui font perdre beaucoup de temps. Je caricature. Et donc, effectivement, les élites ont failli dans la mesure où elles ont considéré qu'elles avaient des intérêts qu'elles étaient capables de discerner elles-mêmes. Et j'ajoute que les autorités indépendantes ont joué un rôle déterminant parce que dans le système républicain traditionnel, l'administration est responsable devant les électeurs. Parce qu'un fonctionnaire, il a un patron. Un patron, c'est un directeur. Un directeur, il est nommé au Conseil des ministres.
vient être le mercredi. Et le gouvernement qui le nomme est responsable devant le Parlement. Autrement dit, tout fonctionnaire est responsable devant le Parlement. Sauf quand il y a une autorité indépendante. Parce que l'autorité indépendante, eh bien, elle n'est pas responsable devant le Parlement. Et c'est pour ça que il y a une espèce de changement sémantique. Autrefois, l'administration était censée être responsable, et elle est devenue maintenant censée être indépendante. Non, l'administration n'a pas à être indépendante, elle est sous la dépendance du peuple. C'est ça la République. Et à partir du moment où on dit qu'elle devient vertueuse si elle est indépendante, parce qu'elle répond aux standards, par exemple, d'un certain nombre de cabinets de consultants anglo-saxons, etc., ce n'est plus la République. C'est un système, alors je ne sais pas si il est tyrannique ou dictatorial, mais en tout cas il est plus républicain. Alors du coup, ces élites, elles sont tantôt parisiennes, jacobines, mondialisées, urbaines, européennes. Comment finalement les identifier? Alors j'explique, c'est une temps parce que Blaise Pascal parle des demi-habiles, et Bourdieu, 3 siècles après Pascal, Dieu sait que les deux hommes sont très différents, parle des, alors il ne parle pas des demi-habiles, Bourdieu doit parler des demi-savants. Pascal dit, il y a les habiles. Les habiles, c'est des gens qui savent s'occuper des puissants, qui savent flatter le peuple, et qui font leur chemin politique. Il y a le peuple, les mi-habiles, les demi-habiles, qui en fait subit beaucoup. Et entre les deux, il laisse passer, il y a le demi-habile, qui se caractérise par le fait qu'il méprise le peuple, et qui méprise aussi l'élite, le roi et la cour, qui se croit savant, mais qu'en fait il n'est pas vraiment savant, et de fait, le demi-habile, il est dans la posture morale. Le demi-habile, pour Blaise Pascal, il s'appelle Tartuffe. Il fait la leçon pour ne pas se remettre en question. Et Tartuffe, les réseaux sociaux, ils vont très bien, parce que la morale entre la ligne, ça va très bien à Tartuffe. C'est mal. Tu ne me demandez pas pourquoi, c'est mal. Bourdieu, il dit le demi-savant, c'est pareil, il ne va jamais au bout de ses raisonnements. On lui dit par exemple, le cumul d'emplois dans la fonction publique, c'est mal. Il va dire c'est mal. Mais il ne va pas chercher à comprendre pourquoi. Et ce qui s'est passé dans les années 80, 90, 2000, c'est qu'on a eu en France un double mouvement. Les classes moyennes, et ça c'est bien connu, les classes moyennes sur le plan économique ont disparu. Donc les Français, elles ont pris en sandwich. Une grande partie des classes moyennes sont tombées dans une espèce de déclassement économique, matériel et moral. Une petite partie des classes moyennes est basculée dans le temps des nantis. Les gros bataillons de la classe moyenne, qui gagnent bien sa vie sans être riche, a disparu, écrasé en sandwich entre les riches et les pauvres. Ça, c'est un phénomène européen et même occidental. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au moment où la classe moyenne économique disparaissait, est apparue une nouvelle classe moyenne, la classe moyenne des intelligences. Ni expert, ni ignorant, ni savant, ni complètement analphabète. Et cette classe moyenne des intelligentes, c'est précisément les demi-habiles. Et ces demi-habiles forment des bataillons extrêmement nombreux. C'est le culte du en même temps, etc. Des idées toutes faites. Parce que l'intérêt pour le demi-habile de faire de la morale, c'est que faire de la morale, c'est beaucoup moins compliqué que de convaincre. Et c'est eux, finalement, qui forment les fameuses élites dont je parle. Les élites sont formées de demi-habiles, qui sont persuadés que tout est une affaire morale. Ce sont des tartuffes. Et lorsque on entend les élites qui nous font la morale, le peuple dans ses tripes se sent agressé. Autrefois, on parlait des valeurs de la République. C'était pour englober, c'était pour rassurer. Maintenant, quand un ministre parle des valeurs de la République, c'est toujours pour exclure. Vous ne respectez pas les valeurs de la République. Et je ne sais pas si vous savez, Maurice Clavel, qui est un grand résistant, qui a assisté à un résistant par résistant intellectuel. Il avait sa mitraillette Sten à la main. Il disait, je n'ai jamais vu un résistant, qu'il soit communiste ou royaliste, dire qu'il se battait pour des valeurs. Jamais. Ils se battaient pour la France, ils se battaient pour leur famille, ils se battaient pour leur patrie, ils se battaient pour chasser les Allemands, mais je n'ai jamais vu un résistant qui se battait pour des valeurs. Et Clavel dit les valeurs, c'est de la morale en peau de lapin. Il disait ça dans les années 60. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Et les valeurs, je suis désolé, nous, le peuple, ça ne nous dit plus rien. Et précisément, vous dites que ces élites-là, ces demi-habiles, en tout cas si elles se réforment,
procède par une condamnation de ce qu'on appelle le populisme pour mépriser le peuple, pour lui dire qu'il est immoral. Pour vous, aujourd'hui, le populisme, le discours populiste n'existe plus? Ou est-ce qu'il est forcément à chaque fois utilisé par ces élites pour condamner le peuple et ses décisions, et ses choix? Le mot populisme, il est né dans les années 80. Et en fait, on dit que l'art contemporain, c'est une astuce des riches pour faire croire aux pauvres qu'en plus ils n'ont rien compris. Eh bien, le populisme, c'est une astuce des élites pour faire croire au peuple qu'en plus il est immoral, et qu'il vote contre la morale. Donc, le populisme, c'est le mot qui a permis aux bourgeois de mépriser les pauvres. Et c'est ce que citait tout à l'heure Henri du Royaume, c'est-à-dire que le système chrétien français, avec ses défauts, le riche, il avait quand même un fond de responsabilité, voire de culpabilité. Le châtelain était responsable de son canton. C'était pas toujours très drôle, mais il fallait qu'il veille que tout le monde aille bien. C'était pas très républicain. La dame un peu riche de la paroisse, elle avait ses pauvres. Aujourd'hui, la dame un peu riche de la paroisse, elle a plus ses pauvres parce que les pauvres sont des populistes. Ils n'ont rien compris, en plus ils sont immoraux. On est revenu à un système quasiment médiéval où le pauvre est un délinquant moral. Et c'est ça le populisme. Et le jour où on pourra dire populiste sans que ce soit une insulte, on aura progressé, mais actuellement populiste, c'est une insulte. Autrement dit, quand je dis vous êtes populiste, je dis non seulement vous êtes du peuple, mais en plus vous êtes bête et en plus vous êtes immoral. Et alors on ne peut pas bâtir un discours politique sur l'insulte. Et le populisme, c'est la banalisation de l'insulte, des élites contre le peuple. Et vous dites ensuite que ces élites, elles se meurent par leur propre turpitude. Vous dites par exemple que Emmanuel Macron a cherché à supprimer et réformer l'ENA et que c'est une décadence pour notre société. Mais est-ce qu'au final, c'est pas comme ça, même bien que ce soit par une autodestruction, qu'il y aura un renouveau et que ces élites vont être amenées à être changées? Je cite Armand Dupic, c'est un auteur du XIXe siècle, qui disait « Une aristocratie qui meurt toujours par sa faute, parce qu'elle oublie ses vertus. » Et à partir du moment où une aristocratie commence à considérer qu'elle a une robe de situation et qu'elle n'a pas des devoirs vis-à-vis des autres, parce que l'aristocratie, ça marche aussi Montesquieu, ça marche parce que l'aristocratie a une responsabilité vis-à-vis des autres. À partir du moment où l'aristocratie se dit qu'elle a une créance sur les autres, elle est morte. Alors elle est morte virtuellement, et puis elle est morte pour de vrai à partir de 1789. Là on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a une aristocratie, non plus de la naissance, mais de l'adolescence, parce que l'aristocratie républicaine, il ne s'agit pas d'être bien né, il s'agit d'avoir été dans les bonnes écoles entre 18 et 22 ans. C'est la même chose avec l'aristocratie de l'adolescence. À partir du moment où cette aristocratie considère qu'elle n'a plus des devoirs, mais qu'elle a des créances, eh bien, elle meurt. Et on assiste effectivement à la mort de cette aristocratie-là. Et finalement, toutes les fins de règne des élites se ressemblent. Il y a une espèce de complaisance mortifère, effectivement. Je cite d'ailleurs, je ne sais plus quel empereur romain qui avait interdit aux pluriels d'entrer dans l'administration. C'est-à-dire qu'il y a une haine de soi qui s'empare des élites, aussi. Sous la forme d'une démagogie. Mais c'est un phénomène qu'il faut regarder, en tout cas qui est très spectaculaire parce qu'il se passe très vite. Ensuite, vous parlez des valeurs universelles, on l'a un peu évoqué, vous dites qu'elles sont relayées au rang de valeurs locales par un certain nombre de pays qui autrefois étaient acquis à l'humanisme des Lumières. Vous dites d'une manière très belle, l'eau des Lumières ne pouvait remplacer indéfiniment la sève de la révélation qui a déjà été dite. Alors pensez-vous que cette désaffection, elle tient davantage à un rejet culturel ou justement à une absence d'ancrage dans une histoire judéo-chrétienne que finalement les élites auraient nié? Les deux. Je cite Macky Sall, qui était l'ancien président de la République du Sénégal, disciple de Léopold Sédar Senghor. Et Macky Sall, après être élu président de la République, il a fait un discours à l'ONU où il a donné un grand coup de chapeau aux valeurs universelles, aux droits de l'homme, etc. Et puis 10 ans plus tard, le même Macky Sall dit dans un discours à l'ONU, à l'Assemblée générale, il ne faudrait quand même pas que des valeurs locales soient érigées en principe universel par l'ONU.
Donc, comment un Sénégalais formé aux Lumières, plutôt francophile, en vient à dire que les droits de l'homme, c'est une sous-culture occidentale qu'il ne faut pas imposer au monde. Alors, il a dû croiser quelques Chinois, mais enfin, c'est quand même pas n'importe qui, Macky Sall. Et quand on creuse, on se dit finalement c'était assez prévisible ce qui s'est passé, l'évolution de Macky Sall, qui est un exemple parmi beaucoup d'autres. Tout le Sud global, qui est dans le Sud-Pôle à certains endroits, considère que la culture des droits de l'homme est une sous-culture occidentale, marginale, et qu'il ne s'agit pas de l'imposer au monde. Benoît XVI lui-même, pape, disait attention, le tempérament européen et occidental de l'homme est en train de céder la place à un autre tempérament humain, qui n'a pas la même échelle de bien et de mal que ceux que nous avons nous en Europe. Bref, d'où vient le mal? Je pense que la Déclaration universelle, j'essaie de décortiquer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été élaborée par des éminents juristes, Cassin en France, Mme Roosevelt, le chinois de Chang. Ils se sont grassés la tête. Alors, sortant du totalitarisme de la guerre mondiale, ils se sont grattés la tête pour dire comment est-ce qu'on va définir des droits humains universels. Ils ont regardé la déclaration d'indépendance américaine, la déclaration des droits de 1789, et ils se sont très vite dans les travaux préparatoires heurtés à une question qui était d'où vient le fait que l'homme a des droits? Il est libre, etc. Et alors certains disent, c'est parce que Dieu l'a créé, et Dieu l'a créé libre. Alors, on ne peut pas dire ça parce que les Chinois ne comprennent pas ça. Les Chinois disent bien parce que la nature fait que l'homme... Ah oui, mais la nature, ça ne va pas aux Américains. Autrement dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a fait l'impasse sur l'origine des droits. C'est-à-dire que tous les hommes naissent avec des droits, mais on ne sait pas pourquoi. Et, entre parenthèses, notre déclaration de 89 ne disait pas ça, elle disait sous l'égide de l'être suprême. On dit, la philosophie des Lumières essayait de tendre le cou au christianisme, mais au nom des valeurs chrétiennes. Donc c'était... Et en fait, on a vécu pendant 2 siècles avec cette ambiguïté. Michel Foucault dit, l'homme, c'est une invention du XVIIIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, l'homme n'était pas un sujet de philosophie parce que on savait que l'homme avait été créé par Dieu, qu'il avait été créé homme et femme, qu'il avait été créé pour dominer le monde. Et puis on a dit, ben non, il n'a pas été créé par Dieu parce qu'on n'est pas sûr que Dieu existe. Homme et femme, c'est culturel. Et puis dominer le monde, c'est la planète, on est en train de saccager la planète. Autrement dit, au cours du fil du temps, l'ancrage dans les lumières des droits de l'homme est devenu inopérant. Et la déclaration de 48 a accéléré le phénomène parce qu'on nous dit que vous avez des droits, mais on ne peut pas vous dire d'où ils viennent. Du coup, tout le monde, y compris à Hannah Arendt, ils disent les droits fondamentaux, ce n'est pas le fondement de la politique, c'est un produit politique. Autrement dit, c'est le résultat d'un rapport de force. Et c'est culturel. Autrement dit, la liberté, le droit de vote, la démocratie, c'est culturel. Même Hannah Arendt le dit. Et être homme ou femme, c'est culturel. Être vivant ou mort, c'est culturel. Être homme ou animal, c'est culturel. Et ça, elle l'a annoncé, aujourd'hui, on le voit en vrai. C'est-à-dire que, on est transgenre, parce que finalement, quand on n'a pas été créé par Dieu, on est capable de décider par nous-mêmes si on est homme et femme. Ou si on est vivant ou mort. La vision de la mort, et il y a des juristes qui expliquent que la vision de la mort est totalement contingente et culturelle. Et puis, on nous dira un jour, la différence entre l'homme et l'animal, s'il y a des chimères, c'est culturel. Bref, il n'y aura plus de droits de l'homme, non pas parce qu'il n'y aura plus de droits, mais parce qu'il n'y aura plus d'hommes. Et en fait, les droits de l'homme, dans la bouche de Macky Sall, sont devenus une sous-culture régionale, pas faute de droits, mais parce qu'il n'y a plus d'hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un homme aujourd'hui? La réponse, c'est un produit culturel. Il y a des cultures qui disent un homme, c'est quelqu'un de sexe masculin, un autre diront non. Quelqu'un dira un homme, il est homme dès sa conception, un autre non dès sa naissance. Et on dira, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais c'est la culture. Donc on a intérêt à s'intéresser à la culture chinoise, si on veut savoir ce que sera un homme dans 20 ans. Mais vous ne direz pas d'universalité. Il n'y a plus d'universalité. J'aimerais revenir sur la responsabilité du peuple, parce que vous dites, pareil dès les premières phrases, l'ennui comme nouvelle identité du pays. Vous parlez aussi d'un peuple insomniaque qui se réveille pour voter, mais qui n'est jamais vraiment satisfait de la personne pour laquelle
il a voté. Les Français, s'ils doivent faire le deuil de la gloire, s'ils doivent apprendre à vivre dans un pays en déclassement, est-ce que c'est pas un peu de leur faute, notre faute? Est-ce que, on se souvient par exemple des Gilets jaunes qui avaient commencé un début de révolte, qui s'étaient essoufflés à coup de grands débats nationaux? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes responsables de notre propre suicide? Oui, enfin, il ne faut pas non plus se prendre les poitrines le matin, midi et soir. Parce que la France n'est pas un pays si mal que ça. Il faut quand même le dire aussi. Simplement, le sentiment de déclassement vient du fait qu'on ne sait plus très bien à quoi ça sert et que surtout, on n'est plus seul au monde. Et la véritable révolution, je dis ça pour dédramatiser, elle est démographique. Ce qui faisait la force de la France au XXe siècle, c'était la démographie. Ce qui fait la faiblesse de la France au XXe siècle, c'est sa démographie. Donc, et on est 1% du monde, on a été beaucoup plus que ça. Mais pour en revenir à la question que vous posiez, c'était sur est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on n'a pas consenti à ce que vous avez le prince Nous sommes, oui. En fait, le système, c'est toujours difficile de dire qui est responsable. Quand on commence à chercher les responsables, c'est mauvais signe parce que les têtes vont tomber. Je pense qu'on a les élites qu'on mérite aussi. On a un système qui a été dévoyé, je pense, aussi avec les cohabitations. Parce que, quand je parle du syndrome de l'insomniaque, en France, on vote à droite, on vote à gauche. Un peu comme un insomniaque se retourne d'un côté, puis de l'autre. Ça va mal à droite, on change. Ça va mal à gauche, on change. Et au bout du bout, c'est-à-dire au bout de 35 ou 40 ans de ce régime, qui a commencé en 86, avec la première cohabitation, les gens se disent, mais finalement, il n'y a pas de solution politique. Et à partir du moment où, en 1986, un président de la République est désavoué aux législatives et dit, il en avait le droit d'ailleurs, il dit, mais je suis désavoué aux législatives, mais je reste quand même. Je vais nommer un Premier ministre dans la nouvelle majorité, Mitterrand ou Chirac, mais je vais veiller au grain. Comme ça, ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils voudront, je serai là et je garderai l'État. Eh bien, le sucre lent, le poison lent de ce système, c'est que justement, les peuples s'est dit, on nous ment et on nous trompe. C'est-à-dire qu'on a voté pour une majorité, mais finalement, on n'a pas changé. Et depuis, on est dans cette ambiguïté. D'ailleurs, regardez, les dernières législatives, c'est quand même faramineux. Dissolution de l'Assemblée nationale. Le président, je rends la parole au peuple. Le peuple vote. Et il vote de manière extrêmement éclatée, ce qui est d'ailleurs assez prévisible. Pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et là, le président retourne le rôle. Il doit bâtir une majorité ou trouver une solution. On était incapable de savoir si l'élection allait déboucher sur un Premier ministre proche des LFI ou proche du Rassemblement national. On ne savait plus. Et donc, ça montre bien que le système était devenu vicié parce que précisément, il n'était pas capable de façonner une majorité. C'est à cause de la pratique de la cohabitation qui a changé un peu l'esprit des institutions. C'est à cause aussi du système électoral, mais peut-être de la manière dont a été provoquée cette dissolution, bien que ce n'est jamais une vraie idée en soi de donner la parole au peuple dans une république, mais le fait est là, c'est-à-dire que le syndrome de l'insomniaque, c'est que les électeurs, nous disons, on peut voter pour qui on veut. Est-ce que ça change? La dernière question. Vous semez dans votre livre des références bibliques, mais vous ne faites pas de chapitre. Par exemple, ça pourrait peut être une idée dédiée à la fin de la chrétienté comme un des facteurs de cette perte de confiance. Est-ce que vous auriez pu l'imaginer? Non, parce que d'abord, en dehors, on ne dit pas la fin de la chrétienté. Pour une raison très simple, c'était la Bible, parce que l'Église ne passera pas et les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle. Bon, donc, les gens sont étonnés de dire tiens, on voit encore les élections du peuple à la télé. Je veux dire, il suffit que j'ai l'évangile, l'Église ne passera pas. Et les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle. Deuxième chose, donc la chrétienté n'est pas finie. Deuxième chose, on dit ah oui, mais alors la France n'est plus à la messe. Je ne suis pas du tout certain que la France soit moins chrétienne aujourd'hui qu'elle l'était aux époques où les églises étaient archipèles. Je prends sous Charles X ou sous Louis XIII. Moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Et je constate aujourd'hui que les églises sont pleines de gens qui y vont pour de bonnes raisons. Pas pour faire plaisir à la comtesse. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est moins chrétien qu'avant. Troisième remarque, jamais l'Église n'a été dans une situation plus pitoyable que quand elle disposait du pouvoir politique.
quand l'Église a le pouvoir politique, ça tourne toujours mal. Alors, dans le meilleur des cas, ça donne, vous allez voter pour un tel, ou alors vous faites adopter par le Parlement, comme cet excellent Premier ministre Villèle en 1824, une loi punissant de peine de mort le sacrilège. Et Chateaubriand, qui n'était pas un progressiste extraordinaire, dit un catholique ne peut pas condamner à mort un homme pour sacrilège, c'est incompatible. Et il y a une majorité d'évêques qui ont dit si, et d'ailleurs il y a une majorité à la Chambre des Pairs, à la Chambre des Pairs, pour voter la loi. Ça n'a pas été appliqué. Voilà. Ou pire, il y a l'Inquisition, parce que quand même, l'Église qui a le pouvoir politique, elle ne peut pas être dans une situation très sévère parce que le pouvoir politique la dégrade immanquablement. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir une Église qui n'a pas le pouvoir politique. Très bien, parfait. Deuxièmement, on a la chance d'avoir une Église qui, n'ayant pas le pouvoir politique, ne peut pas imposer un ordre moral à des gens qui ne sont pas croyants. Excellent. Troisièmement, on a une Église qui est dynamique. Je vous rappelle qu'on avait plus de 18 000 baptêmes d'adultes en France cette année, plus 40% si j'ai bien lu dans la presse. Autrement dit, on a actuellement un renouveau chrétien en France qui est plutôt encourageant. Quand à dire qu'on est mort, quand on était 12, il y a 2000 ans, on nous disait vous n'êtes que 12. Alors maintenant, regarde, vous êtes, il y a 2,5% à la messe. Oui, mais on est plus que 12 quand même. 1 milliard. 1,5 milliard, exactement. Parce qu'effectivement, on regarde un peu la France, mais quand on regarde du côté des peuples de l'Afrique, le stock est en Europe, la croissance est en Afrique. Je ne sais pas comment c'est au Liban, mais enfin, le Proche-Orient est compliqué, mais on a une chrétienté qui est vivace au Liban, au Proche-Orient, et en Europe aussi, parce que c'est une chrétienté persécutée. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre livre plein de jeunesse, de vigueur et d'espérance. En préparant cet entretien, j'ai lu la définition du mot pâtier, avec 2 T, si vous me... un détail près. Pâtier en bourguignon ou en Franche-Comté, c'est notamment un homme qui récupère les objets hors d'usage. C'est peut-être ce que vous faites dans ce livre. Alors, ma question, maintenant qu'on a abordé le constat et les causes, c'est de savoir si le système est seulement en mauvais état ou bien hors d'usage, puisque vous êtes un pâtier, et de savoir s'il reste vraiment des espoirs quant à notre système. Ma première question sera la suivante. Nous l'avons vu, les autorités nominées sont de plus en plus nombreuses au détriment des autorités élues. Vous vous en plaignez, mais à aucun moment vous nous dites en quoi un système électoral est bon ou meilleur qu'un autre. Ma question peut sembler provocatrice et je me fais peut-être l'avocat du diable, mais je voudrais savoir en quoi un système électoral serait meilleur qu'un système de nomination ou bien un tirage au sort. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, un éditeur, et je me suis permis de lui citer un auteur qui s'appelle Hitler. Il dit dans Mein Kampf, jamais aucun génie n'est sorti d'une élection. C'était avant sa propre élection. Et voilà, on va dire. Donc, il faut savoir ce qu'on dit. L'élection, c'est très important. C'est très important parce que l'élection, c'est la manière de montrer que le peuple a quelque chose à dire sur son destin commun. S'il n'y a pas d'élection, ça veut dire qu'il y a ceux qui décident et il y a ceux qui subissent. Et ça crée du désordre et ça ne crée pas la paix. Autrement dit, il vaut mieux un désordre dans la campagne électorale qu'un désordre dû à de la répression. Et donc, il est toujours meilleur de voter. Voilà, c'est ma position de principe, parce que l'alternative au vote, c'est la cooptation, c'est le coup d'État, c'est la violence. C'est entendu. Et alors, vous parlez à un moment, vous parlez des modes de scrutin. Justement, peut-être, vous évoquez les différents résultats que cela pouvait donner dans une certaine commune, je ne sais plus laquelle. Dans le Gard, oui. Et comment dire, quel serait selon vous le mode de scrutin, notamment pour les législatives, vous abordez ce sujet, quel serait le meilleur? Moi, mon idée, c'est qu'il faut que ce soit uninominal et majoritaire. Parce qu'il faut avoir une majorité.
Et il faut que la campagne électorale soit l'occasion pour les candidats d'essayer de convaincre. Le scrutin de liste, ce n'est pas les mêmes campagnes électorales. Les gens votent pour leur camp, et après il y a les arrangements. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on votait finalement plus l'ancien régime qu'aujourd'hui. Et aux États généraux, lorsque je parle de 89, lorsque les États généraux se sont reconstitués à l'Assemblée nationale, le premier souci qu'ils ont eu, c'était d'empêcher le suffrage universel. La Convention, c'est-à-dire la gauche des élus du tiers, ils avaient une obsession, empêcher le suffrage universel. Et la gauche française, entre nous, elle a une obsession, c'est d'empêcher le suffrage universel. D'abord le suffrage universel des hommes, puis une fois que le suffrage universel des hommes a été acquis en 1948, d'empêcher le suffrage universel des femmes. Il faut savoir que sous la Troisième République, entre 1919 et 1939, il y a eu 6 tentatives législatives de donner le droit de vote aux femmes. Qui les a bloquées? Les radicaux socialistes. Parce qu'ils avaient peur de l'élection. Alors, il y avait des arguments qui étaient tout bêtes. Les femmes votaient comme les curés, on va les faire voter à droite. Donc, qu'elles restent dans les cuisines, et nous, on gardera le pouvoir. Et je veux dire par là qu'il y a toujours une perversité ou une élite républicaine à se méfier de l'élection. La dernière fois qu'on avait fait un référendum avant 1946, c'était au mois de mai 1870. C'était Napoléon III. Il y a eu un super plébiscite sur ces réformes libérales, 82% de oui, très forte participation, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le régime de s'effondrer quelques semaines plus tard. Mais ce qui a provoqué le fait que tous les barbus à chapeau de fort et à jaquette de la Troisième République ont dit jamais, jamais, jamais on ne fera. C'est entendu. Alors, vous défendez le système électoral, mais peut-être je me permettrai de citer votre livre. Vous dites, page 72, une démocratie se construit à partir de la proximité. Page 51, ce n'est pas seulement que leur politique déçoit les électeurs, c'est que les enjeux décisifs se jouent ailleurs. Finalement, une solution pour amener les gens à voter ne serait-elle pas de favoriser une forme de vie politique, notamment des élections, plus proche des préoccupations locales? Je pense par exemple aux votes citoyens qui sont très plébiscités à Paris avec Madame Hidalgo. C'est un exemple. Oui, alors les référendums d'initiative locale, comme on les appelle, ou les votes citoyens, ils auront du sens, comme dans la Confédération helvétique, le jour où ils déposeront, ce ne sera pas pour donner un avis, mais pour prendre des décisions. Donc ça faudra qu'il faut changer la Constitution. Actuellement, le référendum, il y en a 2 catégories. Il y a l'article 89 de la Constitution, c'est pour approuver un traité. Aujourd'hui, c'est hors de portée parce qu'il faut que le peuple vote sur une proposition de référendum adoptée par la majorité qualifiée du Parlement qu'on n'aura pas. L'autre, c'est l'article 11, mais c'est l'initiative du président sur proposition du Premier ministre. Déjà, c'est compliqué en cohabitation ou en quasi-cohabitation, et sur une liste de sujets qui est quand même relativement restreinte. Donc, une des choses à faire, c'est de dire on peut élargir la liste des sujets sur lesquels on vote, mais pas voter pour amuser la galerie. Voter sur des textes. Et quand on référendum d'initiative locale, il faut qu'il puisse être directement décisionnel. Je crois que le plus simple, c'est tout bête. C'est de reconnaître humblement l'interdiction du cumul des mandats était une erreur. Parce que l'électeur, c'est lui le grand perdant de l'interdiction du cumul des mandats. Si je veux avoir un député maire qui est conseiller général, conseiller départemental, parce qu'il va pouvoir me régler les affaires, c'est mon bras droit d'électeur. Si je considère qu'il n'a pas le temps de tout faire, ben je ne vote pas pour lui. Plafonner les indemnités, c'est déjà le cas, c'est pas un sujet, avec une marge financière les élus. Mais par contre, il faut retrouver des élus puissants. Si on ne vote pas, c'est parce qu'on a des élus faibles. Merci beaucoup. Alors, grâce à cet article 11 et 89, vous m'avez fait réviser mes rattrapages de partiels. Merci beaucoup. J'espère que cela servira. Alors, nous avons parlé du système électoral. Il y a de plus en plus de citoyens qui se tournent tout simplement vers ce qu'on appelle des systèmes alternatifs, éco-hameaux ou je ne sais encore quelles inventions. Vous dites vous-même, page 58, quand les occupants du château n'ont plus les épaules assez larges ni l'esprit assez fort pour y vivre, ils construisent à côté de lui une petite maison plus facile à chauffer. Chateaubriand, on l'avait noté à la fin de l'Ancien Régime, on ne savait plus réparer le système, on bricolait à côté. Vous ne croyez donc pas à la possibilité de bâtir à côté? Peut-être faudrait-il laisser les citoyens le faire, leur donner la possibilité.
Qu'en pensez-vous? Mais j'en sais rien, je ne suis pas devin. On va vers des très fortes évolutions, il est bien savant qui peut dire à quoi elles ressemblent. Et comme souvent, la technologie commande la politique. Il faut regarder ce qui se passe en Chine. C'est un pays qui, quand même, c'est une tyrannie ou une dictature, en tout cas, c'est pas un pays où on vote en dehors des instances internes du Parti communiste. Mais il y a, quand on regarde ce qui se passe en Chine, des Chinois arrivent à faire démissionner des maires par les réseaux sociaux, généralement sur des histoires d'expropriation de foncier, etc., ou d'équipements publics. Et donc, il y a une espèce de démocratie directe, numérique, pour le meilleur et pour le pire, qui est en fait une espèce de nouvelle culture mondiale, très éloignée de la médiation par l'élection, l'isoloir, tout que nous connaissons. Et il y a la poésie de la République, l'odeur de la salle de vote dans l'école communale, etc. Et un jour, on va nous dire le bilan carbone de l'élection est très mauvais, on va voter en ligne. Et là, il faut être extrêmement vigilant parce que le vote en ligne, il n'y aura plus la cérémonie du vote. Il n'y aura plus la même campagne de vote. Autrement dit, on ne va plus désigner des gouvernants, on va évaluer des gouvernances. Et un beau jour, on s'apercevra qu'on ne sera plus en démocratie. Qu'en fait, tout ça, ce sera totalement administré. Donc, les évolutions, je ne sais pas ce qu'elles vont être, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la liturgie républicaine, parce que les menaces viennent aussi de la technologie. Alors, vous parlez donc peut-être de la fin, ou plutôt de la dilution du vote. Vous nous parlez de Chine, de dictature. Justement, je vais en venir. Page 38, vous dites « Comme un fruit mûr, le pays finit par se laisser aller aux joies périlleuses de la dictature d'un homme. Ce n'est pas que le peuple aspira à l'aventure, le désir de calme, au contraire, le guider vers la dictature. » Page 73, vous pointez les similitudes avec la période du directoire, les similitudes de notre époque avec la période du directoire. Pressentez-vous la possibilité d'une dictature? Je distingue ce terme de tyrannie, comme l'a aimablement suggéré Arnaud. Je pense à la dictature dans le sens grec du terme, c'est-à-dire le dictateur, celui qui concentre tous les pouvoirs politiques entre ses mains et qui est investi légalement pour une durée limitée dans des circonstances critiques. Pensez-vous que cela pourrait arriver et comment cela Je pense qu'on est arrivé à un point où on ne peut absolument rien exclure. Moi, je parle du directoire, et la phrase que vous citez, je l'avais à propos du directoire. 1799, ça faisait 10 ans qu'il y avait une vraie confusion politique en France avec beaucoup de violence. Il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Il y avait des élections à l'an 4, sauf erreur, on était en an 7, pas de majorité. Les gens disaient de toute façon les députés sont tous pourris. Le mot député était employé comme insulte. Les directeurs, on appelle les ministres directeurs du territoire, étaient les super pourris. Le gouvernement, Marat, c'était le consort, Sieyès, faisait de la com. Il crée la journée de la piété filiale, la journée des époux. Il organisait des courses sportives avec des remises de prix au Champ de Mars, des concours de gastronomie. Gastronomie, sport, pas de majorité à l'Assemblée, confusion, violence. Ça ressemble un peu à aujourd'hui. Et en fait, alors il ne faut jamais faire de parallèle, c'est idiot, mais en 1789, la France s'est jetée dans les bras d'un jeune général, non pas parce qu'elle avait envie d'aventure, mais parce qu'elle avait envie de sécurité. D'ailleurs, Bonaparte le dit dans Mémorial, il dit qu'il revient d'Italie, et puis il revient ensuite d'Égypte, et il voit un pays qui a besoin, qui veut de l'ordre. Il lui a donné de l'ordre. Et ça, les Français ont mangé de l'ordre. Un pays qui voulait retrouver les racines. Il leur a donné le concordat. Et puis un pays qui voulait retrouver de la gloire, parce que, et bien, il en aura donné aussi. On peut quand même observer que ça s'est assez mal terminé. Vous parlez donc d'ordre, de racines, de gloire. Je pense donc tout de suite à la monarchie. Non pas que je sois fervent, mais il me semble important de l'évoquer, puisque vous-même vous en parlez, page 127. Vous évoquez le système de la monarchie en disant que le retour n'est pas possible. C'est certain, la chose paraît incongrue, voire fantaisiste. Pensez-vous toutefois que la France aura quelque chose à y gagner? Autrement dit, à défaut d'être possible, est-ce souhaitable? Si moi ai bien lu, et si je me souviens bien, je dis que ça n'est pas possible à court terme, ou à horizon court terme. Alors, l'intérêt de la monarchie, enfin, de mon point de vue, c'est que précisément c'est un principe qui permet de rassembler les peuples. Le roi de France, sacré à Reims,
c'est pas le plus intelligent, c'est pas celui qui a fait le plus d'études, c'est pas le meilleur politique, mais c'est le roi. Et j'ai été très frappé, alors c'est moins vrai maintenant, mais dans les premières années de l'après-franquisme en Espagne, comment le principe monarchique, a permis de rassembler les Espagnols qui s'étaient quand même entretués pendant la guerre civile, qui avaient été oppressés pendant Franco, et finalement il y avait un seul homme en Espagne qui pouvait être les communistes et les anciens franquistes autour de la table, c'était le roi. Et on voit bien en France qu'on n'a personne qui peut faire ça. Parce que le président de la République, on peut dire qu'on a une espèce de monarchie républicaine, mais lui, par définition, il y a la moitié des gens qui ont voté contre lui. Alors que le roi, personne n'a voté contre lui. Et d'ailleurs, j'ajoute, quand on voit la fascination qu'exerce la monarchie britannique sur les Français, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie. La France a tué le père en décapitant le roi, il ne s'en est jamais remis. Ce meurtre du père a finalement déstabilisé la psychologie nationale. Pour autant, les choses étant ce qu'elles sont, on peut dire on va remettre un roi, ça n'est pas possible. Parce que remettre un roi, ça veut dire qu'il faut le trouver. Et pour le trouver, on doit se chamailler. Autrement dit, je pense qu'il est raisonnable de dire, comme l'avait dit Léon XIII, la République, c'est le gouvernement de la France. Faites-la fonctionner le mieux possible. C'était bien la monarchie. Enfin, il faut faire attention, le XVIIIe siècle n'était pas le paradis du tout. Mais ça n'est plus le cas. Alors, justement, vous dites personne ne peut incarner cela. Je ne sais pas si c'est contradictoire, mais vous parlez à plusieurs reprises d'un homme providentiel, d'un chef qui serait peut-être déjà né. Page 131, par exemple, le chef qui nous rendra la fierté de nous-mêmes, et je l'espère déjà né. Nous attendons le chef qui nous dira clairement, page 121. Donc pas de roi, vraisemblablement, mais un homme providentiel, serait-ce possible? Je prends un exemple, admettons qu'il soit né, il faudrait qu'il soit d'abord connu, qu'il ait un certain aura, qu'il passe dans les plateaux télé, il ferait une campagne présidentielle d'un an, il faudrait qu'il soit investi par un parti, on aurait un scandale parce qu'il aurait mal déclaré sa femme de ménage ou qu'il aurait payé un costume trop cher. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup d'obstacles et au lieu d'arriver sur un cheval blanc comme le providentiel, il finirait pas sa course dans la boue? C'est-à-dire, alors d'abord, c'est la part du rêve. L'homme providentiel, c'est jamais la bonne idée parce qu'il n'y en a pas. On en a eu deux au XXe siècle en France, c'est quand même extraordinaire. Donc Clémenceau, qui est quand même, il aurait pu finir en correctionnel aussi, parce qu'il était mouillé dans l'affaire de Panama, les Chécards. Eh bien, Clémenceau, sur ses vieux jours, a été l'homme providentiel. Dieu sait ce qui se serait passé si on n'avait pas eu Clémenceau. Il y en a eu un deuxième qui a deux collègues. On en a eu deux. Il n'y a pas beaucoup de pays qui, en un siècle, ont eu deux hommes providentiels. Donc la nature se repose un peu là. Donc il ne faut pas compter sur l'homme providentiel. Et il ne faut pas l'exclure. Justement, vous dites qu'il ne faut pas l'exclure. Peut-être que finalement, je prends l'autre version de la question maintenant, et peut-être que la conjoncture est favorable. Paul Valéry disait, vous savez mieux que moi, le monde ne tient que par les extrêmes, mais il ne vaut que par les modérés. Est-ce que finalement la montée de tous ces extrêmes, ces populistes, pour le dire selon un vocabulaire que vous n'aimez pas, est-ce que la montée de ces extrêmes finalement favoriserait l'émergence de figures équilibrées, droites, nuancées, des figures non pas centristes mais mesurées? Oui, je le pense assez, parce que la France est un vieux pays qui a tout connu et qui, dans le fond de ses tripes, aspire à l'ordre. Et autrement dit, quand il y aura la question de l'ordre du mouvement, dans les temps qui courent aujourd'hui, les Français vont pencher du côté de l'ordre. Et l'ordre, jusqu'à la preuve du contraire, il n'est pas dans les extrêmes. Alors on se fait peur, on rajoute des trucs, on se fait des frayeurs. Mais je pense que notre trip national, parce qu'on est un vieux pays, qui en a beaucoup connu, c'est l'ordre. Et le premier désordre, c'est l'injustice. Donc on veut un pays, on veut de la justice et de la sécurité. Et ça, les extrêmes, c'est pas le signal qu'ils envoient. Pas toujours. Alors, sur un autre sujet, page 60, vous évoquiez l'air du temps, qui porte un nom bien précis dans la Bible, on appelle le prince de ce monde. Vous dites qu'il nous fait croire que le droit ne peut rien contre nos passions tristes. C'est une tactique du diable qui, comme chacun sait, nous fait croire qu'il n'existe pas.
Et s'il n'existe pas, d'où vient l'esprit mortifère qui imprègne l'air que nous respirons et les lois que nous subissons? Dans cet extrait, page 60, d'abord j'ai cru que le prince de ce monde c'était une métaphore de l'air du temps, mais peu à peu il prend forme, vous nommez le diable, vous parlez même de Lucifer, plus loin en citant André Gide. Alors, pour vous, serait-il vraiment, comment dire, ça paraît dans la bouche d'un énarque très respectable, ça paraît étonnant qu'on parle du diable comme une des causes de la déliquescence de ce système. Et y a-t-il vraiment comment dire, l'affaissement spirituel est-il vraiment responsable de cette débandade? André Gide dit quelque part, si Lucifer existe, tout s'éclaire. Et quand on ne comprend rien à ce qui se passe en France, si le prince de ce monde est à la manœuvre, tout s'éclaire. Et en fait, c'est intéressant parce que je suis parti d'une espèce d'évidence prononcée par un garde des Sceaux, qui n'est pas l'actuel mais son prédécesseur, qui dit, mais c'est pas le droit qui fait évoluer la société, c'est l'inverse. C'est la société qui fait évoluer le droit. Donc arrêtez de nous casser les pieds avec, en freinant des cas de fer sur les évolutions sociétales. Le droit ne fait que trottiner derrière la société. Dupond-Moretti. Et juste... Alors, non mais je continue parce que c'est extrêmement grave ce qu'il dit là. Ça veut dire que le droit n'est pas au service de la raison et du progrès, mais au service de nos instincts. Autrement dit, le droit il met en musique l'air du temps. Et qu'est-ce que l'air du temps que le droit met en musique si on considère qu'il ne fait que suivre la société qui ne l'accompagne pas, qui ne la précède pas, qui ne la guide pas, que le législateur n'est pas un guide et un suiveur? Eh bien, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est l'air du temps. Et quand, effectivement, l'air du temps et le prince de ce monde, c'est la même chose. L'air du temps, c'est l'absence du bien. C'est les pulsions mortifères. D'ailleurs, dans les évangiles qu'on a eu après le dimanche dernier ou lundi dernier, il y avait ce passage de la prière sacerdotale dans Saint-Jean, où Jésus dit un truc assez mystérieux. Il dit, je ne vous parlerai plus beaucoup parce que le prince de ce monde vient. Et c'est vrai que Jésus ne parle plus beaucoup en ce moment. Justement, vous parlez, vous dites que le droit est à la, suit comme un caniche l'air du temps. Est-ce que les chrétiens, quel est le rôle des chrétiens aujourd'hui? Ne doivent-ils pas influencer cet air pour le modifier, le parfumer d'idées chrétiennes? Ne doit-il pas faire infuser les idées chrétiennes? Je ne parle pas du tout d'une société avec l'Église qui confondrait pouvoir temporel et spirituel, mais d'avoir une société qui soit portée par des structures édifiantes et une infusion d'idées chrétiennes. Les chrétiens, en politique, ils doivent dire ce qui est la vérité. Pas parce qu'ils possèdent la vérité, parce qu'ils sont possédés par une vérité qu'ils sont chargés de dire. Ils ne sont pas chargés de plaire, ils sont chargés d'enseigner. C'est pour ça que c'est si compliqué, c'est pour ça que c'est souvent... on n'a pas le courage de le faire. Et il faut savoir que l'Église de France, elle a quand même eu beaucoup d'ennuis, parce que depuis la Révolution, elle a toujours été à contre-courant. Elle a été contre, je prends un exemple, contre la loi Naquet, qui a rétabli le divorce en 1875. Puis elle a défendu la loi Naquet contre la loi qui l'élargissait. Elle a été contre la loi des Leonetti. Maintenant, ah non, il faut appliquer la loi des Leonetti. Elle a été contre le Pax. Elle a dit non, il faut garder le Pax pour éviter le mariage pour tous. Donc on a l'impression, sur les sujets sociétaux, la position de l'Église catholique de France, c'est d'avoir un train de retard. Eh bien, ça ne va pas nous décourager. Il ne s'agit pas de se dire, on va plaire, on va déplaire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je prends les exemples sur les lois, sur la fin de vie. Il faut poser la question très clairement. Est-ce qu'on dispose de la vie d'autrui? Oui ou non? Mais si on considère qu'on ne dispose pas de la vie d'autrui, on doit le dire. C'est tout. Après, les députés votent en leur âme et conscience. Et il ne faut pas faire l'impasse sur ces sujets-là. Parce que, précisément, c'est en capitulant sur ces sujets-là qu'on va finir par se trouver dans une... Alors pas si c'est une tyrannie ou une dictature, mais en tout cas, dans une décivilisation, comme disait un président de la République. Donc, on a un rôle de dire les choses, je pense. Bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses, votre style incisif digne d'un néo-hussard, puisque vous avez
reçu les prix Roger Curie et Jacques Chardon, je les mentionne. Peut-être beaucoup d'entre vous se posent encore de nombreuses questions, mais là, il n'y a aucune hésitation, il suffit d'acheter le livre. On va prendre quelques questions de la salle. Voilà, donc si vous avez des questions, faites en sorte qu'elles soient très concises, s'il vous plaît. Monsieur Kepler, on va parler. Oui, bonjour, je vous remercie, cet exposé très brillant. Vous avez parlé au début de votre exposé, vous dites que c'est l'État qui a fait la France. Oui, c'est pas faux, l'État pour les routes, les constructions et tas de choses. Mais enfin, ce qui est transmission, civilisation, est-ce l'État qui a rendu par exemple Thérèse, de l'enfant que j'ai ses parents, qui a permis aux parents de Thérèse, aux parents Martin de transmettre leur foi extraordinaire à Thérèse? Je ne pense pas. Quand j'étais modeste enseignant, je foutais l'État en l'air. Est-ce que l'IETEC, c'est au nom de l'État républicain? Je n'en suis pas sûr. Le sens de l'État a été une transcendance, on ne sait pas très bien où elle s'ancrait. Quand j'étais enseignant, je me foutais totalement de ce que disait l'État de l'époque, le lecteur, je ne sais pas, j'allais contre, parce que ça me paraissait pas bon ce qu'ils nous demandaient aux enseignants. De manière plus générale, n'est-ce pas la légitimité fond du problème et les valeurs, vous avez dit fort brillamment ton avis, les valeurs, c'est devenu une, comment on appelle ça en philosophie, quand on se répète tout le temps, une tautologie, donc qui repose sur un vide. Mais ce vide n'est pas exempt de violence. À Saint-Roch, par exemple, on a annulé une élection il n'y a pas très longtemps, 2 siècles. C'est-à-dire que le problème de la légitimité est peut-être le premier. Or, ce système, dans lequel l'État a continué, parce qu'il y avait des gens qui continuaient à avoir une transcendance de l'État, c'est basé quand même, excusez-moi de vous dire, sur le meurtrier d'un enfant au temple. On ne s'en relèvera jamais. Alors, il faut bien distinguer, à mon avis, parce que je pense, l'État et le gouvernement. Quand Louis XIV dit l'État, c'est moi, il ne parle pas de son gouvernement, il parle de ce qu'il incarne. Et la continuité de l'État en France, c'est ce qui a permis à la France de survivre avec des chaos politiques que personne d'autre n'a connus. 5 invasions entre 1814 et 1940, 8 ou 10 régimes, et pourtant un pays qui a tenu son rang finalement, qui a permis aux parents de Sainte-Thérèse d'élever leurs enfants en sécurité en Normandie. Donc, et c'est pas le gouvernement, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il y a l'infrastructure de l'État qui s'est senti investi de responsabilité qui l'a dépassé et qui fait que, malgré tout, on a continué. Le franc germinal l'a tenu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être parce qu'il y avait un ministère de Finances. Vous avez abordé la question de la responsabilité. Je pense que c'est effectivement une question qui est fondamentale, qui est d'ailleurs liée à la légitimité. C'est-à-dire qu'on est pleinement responsable si également on est légitime de répondre de ses actes. Donc vous défendez la République et il y a quand même une question qui fâche, donc je vais poser une question qui fâche ici, c'est qu'il y a la franc-maçonnerie, qui est la version cachée de la République, et la République qui en est que le paravent extérieur. Et les francs-maçons ne sont pas élus non plus, ils sont également, légitimité peut être questionnée, et surtout, sont-ils vraiment responsables des décisions qu'ils prennent? Donc la question qui est posée, c'est comment se positionner pour avoir un régime qui soit pleinement responsable dans ces conditions? Oui, alors, le responsable, c'est celui qui doit répondre. Donc, il n'est pas anonyme. Il ne faut pas non plus fantasmer sur la maçonnerie. Enfin, c'est un sujet. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est pas républicain, la maçonnerie, parce que c'est occulte, ça ne respecte pas la responsabilité des fonctionnaires et des élus. C'est un système un peu aberrant, à cause de sa clandestinité. Mais enfin, il ne faut pas non plus lui donner plus de poids que ça en a. Hein. À la limite, c'est une sorte de Rotary Club un peu plus sulfureux. Et donc, je
je ne pense pas qu'on puisse bâtir un raisonnement en partant uniquement là-dessus. Ça, c'est mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Je voudrais juste vous demander, vous avez dit que Benoît XVI disait, quand vous parliez de Macky Sall, que le tempérament occidental allait disparaître pour un autre tempérament. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu? Et puis, deuxième chose, vous êtes manifestement en ce moment très intéressé par la Chine. C'est venu plusieurs fois dans votre propos. D'où vient cet intérêt? Pourquoi? Alors, Benoît XVI, la phrase, elle figure dans un livre d'entretien dont je n'ai plus le titre en tête. Mais c'est pas Ratzinger, c'est Benoît XVI déjà pape. Et à un moment, il dit le tempérament occidental est en train de céder la place à un autre tempérament. Il dit ça à propos justement de la crise des valeurs universelles, cette manière. Et c'est intéressant que ce soit un universitaire allemand qui dise ça. La Chine, j'y suis allé assez régulièrement, mais pas depuis plusieurs années. C'est un pays qui m'intéresse parce que c'est quand même un pays qui est une espèce de résumé de l'humanité extraordinaire, c'est un meilleur de tout. Et donc, effectivement, comme disait le président Chirac, ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils travaillent plus et ils sont 1,5 milliard. Donc il vaut mieux s'y intéresser. Donc on va retourner d'abord derrière, très rapide s'il vous plaît. Merci, bonsoir monsieur. Vous avez parlé rapidement vous avez évoqué l'Union européenne. Pensez-vous que dans l'état actuel, il soit possible de rétablir une responsabilité politique en France compte tenu du système européen? Mais je n'en sais rien. En tout cas, on est dans une période très passionnante parce que tous les indicateurs bougent en même temps. La question européenne est redevenue d'actualité grâce notamment au président Trump, qui est une espèce d'accoucheur de l'Europe un peu plus politique. Et donc, tôt ou tard, il faudra savoir si on veut et comment on peut avoir une Europe politique qui pèse. Sachant que un pays comme la France, c'est pareil des autres, que ce soit la Grande-Bretagne, l'Allemagne, n'a plus la masse critique qui permet d'avoir une politique mondiale. Alors, s'il s'agit d'être confortable chez soi, les Suisses, les Suédois, les Norvégiens font très bien. Si on veut garder une mission messianique, ce que disait Général de Gaulle, disait l'Europe, ce sera, alors ça c'était une prédiction qui ne s'est pas réalisée, le levier d'Archimède qui permettra à la France de retrouver la puissance perdue en 1804. Ça supposait une Europe française. Mais l'élargissement de tout un facteur fait que cette Europe française n'a pas existé véritablement. Elle est devenue technocratique et vaguement hostile. Ceci dit, je pense que les circonstances actuelles, et notamment les positions des États-Unis, obligent l'Europe à se regarder en face et à se poser la question de savoir ce qu'elle veut faire. Et pourquoi pas directement. L'Europe est quand même un continent extrêmement puissant, culturellement, militairement, économiquement, commercialement, et il lui reste à le savoir. Vous avez dit à la fin de votre livre, un homme sans politique est selon Aristote un homme contre nature. Il est soit dégradé, soit surhumain, car il est sans lignage, sans loi, sans foyer. Vous citez le lignage, la loi, le foyer. Comment reconstruire, est-ce possible, et comment reconstruire ces trois ancrages? C'est Aristote qui dit que l'homme est un animal politique. Sans la politique, c'est pas une fabrication, c'est un état de nature. Et de même que le foyer, de même que la loi, et de même que le lignage. Et bien, d'abord la transmission. C'est-à-dire que s'il y a une crise de la politique en France, parce qu'il y a une crise, on n'a pas eu de parler, mais il y a une crise de la transmission. Et la transmission, c'est la filiation, et la filiation, c'est la cohérence familiale. Je cite le décalogue, et notamment le fait qu'il y a un seul commandement, dans les 10 commandements de Moïse, qui a sorti d'une promesse. C'est le 4e. Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Alors qu'ailleurs, on ne tuera pas, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce que vivre longuement, c'est assurer le tuilage des générations. C'est-à-dire que les vieux aient le temps de transmettre. C'est ça que ça veut dire. Tu honoreras ton père et ta mère pour qu'ils puissent transmettre à leurs petits-enfants. Ça, c'est le décalogue. Ensuite, il y a la loi.
on a un système de dérogation générale. C'est-à-dire que la loi d'expression de la volonté générale, ça n'existe plus. Alors, on a maintenant autant de dérogations que de lois, et d'ailleurs, la loi votée au Parlement, c'est même pas secrétaire et syndicat, il manifeste après la promulgation de la loi sur la retraite. Il faut réhabiliter la loi et en légiférant moins et de manière beaucoup plus claire. Et puis finalement, le foyer, le foyer c'est pareil, ça va avec la famille, c'est-à-dire que il faut avoir une politique du lignage, du foyer et de la loi comme nous n'avons pas. C'est aussi bête que ça. Mais le fond du sujet, pour Aristote, c'est de dire que l'homme n'est pas l'espèce d'électron libre, à la différence de l'animal qui est dans la jouissance instantanée et indépendante des autres. Ces actes engagent les autres, les anciens, les suivants et les voisins. Autrement dit, c'est ça la politique. Donc ça suppose une transmission. En fait, on a encore plein de questions, surtout quand on a le livre, il y a plein de questions qui viennent. Pour ne pas conclure, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est, et je sais que vous aimez bien, c'est Pascal. Vous pouvez nous dire en quoi la politique est une charité? Blaise Pascal distingue les trois ordres, c'est connu, l'ordre des corps, l'ordre des esprits et l'ordre de la charité. Il dit qu'il y a infiniment plus de distance entre l'ordre de la charité et l'ordre des esprits qu'entre l'ordre des esprits et l'ordre des corps et l'ordre des vivants. En gros, il y a l'ordre des corps. L'ordre des corps, c'est manger, boire et vivre au sens animal. L'ordre des esprits, c'est la géométrie, la mathématique, c'est la réflexion en général. Et l'ordre de la charité, c'est l'ordre de l'amour. Et si on lit bien Pascal, la politique, d'ailleurs ce que c'est Pidou, c'est une forme supérieure de la charité. La politique, c'est pas de l'ordre des corps, c'est pas de l'ordre des esprits, c'est de l'ordre de la charité. Et quand on entend le président Macron qui dit en fait, il ne faut pas apporter des réponses politiques mais scientifiques, notamment à la question de la vaccination, il dit finalement la politique c'est une science, et bien il se trompe. Parce qu'en science, ce qui est scientifique, ce qui est mathématique. En politique, ce qui n'est pas mathématique. On sait dire en politique, en mathématiques, on ne sait jamais si ce qu'on dit est vrai. En politique, on sait toujours de quoi on parle, si ce qu'on dit est vrai, puisqu'on parle de la vie commune. Alors, je vais enchaîner sur les traditionnelles questions du questionnaire à la Proust. Quel est votre livre de chevet ou quel est celui que vous conseillez de mettre sur nos chevets? Je conseille de mettre les pensées de Pascal, par exemple, plus court, mais dans les deux chevet, cette semaine, jusqu'à 5 jours, parce que là j'étais en déplacement, c'est idiot, mais c'est un recueil de sonnets, le seul recueil de sonnets de José Maria de Heredia, Les Concurrents. C'est très parnassien, mais il y a des traits de génie inouïs. Et puis en plus, ça se lit par petits morceaux, parce que c'est des sonnets. C'est ce que je dis. Quel personnage historique vous inspire? Je pense que je sais. Et là, normalement, on n'a pas obtenu un livre. Bon, je ne vais pas citer Général de Gaulle parce que vous avez dit que c'était trop prévisible. Peut-être le maréchal Lyoté, tiens, justement. Pourquoi? À cause du rôle social de l'officier? Parce que tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a fait au Maroc, il a une manière de vivre le côté prométhéen de la civilisation française qui nous fait honte maintenant, mais qui est extrêmement intéressant. Vous voulez pas nous parler, enfin c'est une petite parenthèse, on peut oublier le complément de libération dont vous en avez parlé tout à l'heure. Alors je ne sais pas son nom, ce cavalier qui, en 1940, a franchi la frontière de la Syrie pour aller attaquer les forces de l'Axe, et qui avait dit à ses... Il avait entendu un appel religieux miraculeusement, il a dit « Moi, je n'accepte pas la capitulation, c'est pas possible. Donc demain matin, on va franchir la frontière, on va aller attaquer les forces de l'Axe du côté de la Syrie. Et je ne me retournerai pas, je pars à cheval, ceux qui veulent me suivent, les autres, je ne me retournerai que le soir. » Et le soir, il s'est retourné, ils avaient tous suivi, et ils ont fait la dernière charge de cavalerie de l'histoire, ça vient clair, et lui considérait qu'il avait gagné la première victoire de la France libre, avant de la retraite. Et je me suis un peu souvent. Contre les Italiens. Contre les Italiens. Plus facile. Oui, non. Le mot que vous aimez le plus, celui que vous détestez, pas forcément dans la langue française. Ah, j'aime bien le mot vacances, surtout à cause de ce qu'il exprime. Les vacances du pouvoir? Non, les grandes vacances. Les vacances.
Un mot que je déteste, territoire. Non, territorial. Mais vous en parlez dans le livre, pourquoi territoire? Parce que ce sera remplacé province. Oui, c'est la technocratie dans ce qu'elle n'est plus désincarnée. Et là, l'Hexagone a remplacé la France. Ah, Quel est le trésor que vous voudriez laisser à vos enfants? Avec la foi. Très bien. J'avais oublié de dire dans l'introduction que vous avez 6 enfants, et peut-être que c'est l'acte politique le plus important, hein, Le plus irresponsable. le plus prometteur. Une fois mort, constamment, qu'est-ce que vous serez face à Dieu? Qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise? Bonjour. Entre dans la joie de tout maître. Merci beaucoup.